427 drones ont décollé simultanément de sites de lancement répartis sur un arc de 600 km, dans l'ouest de l'Iran, le sud du Liban et 3 navires de l'IRGC, le corps des gardiens de la révolution islamique, déguisés en bâtiments commerciaux dans l'est de la Méditerranée. Le ciel s'est assombri sous leur nombre. Les opérateurs iraniens de drones, les yeux rivés sur leurs écrans, ont décrit plus tard ce moment comme la première fois de leur carrière où ils avaient ressenti une véritable puissance, comme la réponse à chaque navire de guerre américain qui avait traversé le détroit d'Ormuz en défiant l'Iran de faire quelque chose. La cible était la 6e flotte américaine, la plus puissante concentration de puissance de combat naval jamais assemblée en mer Méditerranée. 5 groupes aéronavals, 240 appareils, 60 000 marins américains, le point de fer de la projection de puissance américaine dans la région située entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 7 minutes après que la première vague de drones eut franchi l'espace aérien international, 5 de ces porte-avions ne sont jamais revenus. Non pas parce que l'Iran les avait détruits, mais parce que ce qui s'est produit pendant ces 7 minutes raconte la plus catastrophique erreur de calcul militaire de l'histoire de la guerre par drone. Et le pays qui a transformé 427 drones iraniens en l'échec le plus coûteux de l'histoire militaire moderne n'est pas celui auquel vous pensez en ce moment. Vous serez très surpris en comprenant ce qui attendait ces drones avant qu'un seul d'entre eux n'atteigne sa cible. Maintenant, gardez une image en tête avant d'aller plus loin. Il y a une femme, elle s'appelle la commandante Leila Ahmadpour. C'est une officière du renseignement électromagnétique de l'IRGC, âgée de 41 ans, qui a passé 9 ans à étudier les capacités de guerre électronique des groupes aéronavals américains. Elle parle couramment l'anglais. Elle a lu tous les manuels non classifiés de la marine américaine sur l'architecture du système de combat Aegis. Elle peut réciter de mémoire l'enveloppe d'engagement du missile RIM 174, Standard Missile 6. Elle connaît le seuil de surface équivalente radar, sous lequel le radar SPY, un dé d'un destroyer de classe Harley Burke, peine à obtenir une piste fiable de qualité tir. C'est elle qui a conçu l'essaim de drone. Le concept était le sien. La logique était implacable. Et elle était la suivante. Aucun système de défense antiaérienne embarqué au monde, aussi avancé soit-il, ne peut engager simultanément 427 menaces entrantes. Les mathématiques de la saturation sont absolues. Vous tombez à court de missiles intercepteurs avant de tomber à court de cible. Les porte-avions meurent. La 6e flotte s'effondre. L'Amérique se retire de la Méditerranée pour une génération. Le matin du lancement, la commandante Ahmadpour se tenait devant sa console et regardait l'essaim se former sur son écran. 427 signaux verts s'organisant en formation de vagues coordonnées, virant vers l'ouest en direction de la flotte, accélérant à 250 km à l'heure. Elle n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans sa vie professionnelle. 7 minutes plus tard, elle fixait un écran vide. Non pas parce que ces drones avaient atteint la flotte, mais parce que la flotte avait atteint ces drones en premier, mais c'est pas la partie la plus stupéfiante. C'est ici que l'histoire devient quelque chose qu'aucun stratège militaire sur Terre n'avait modélisé. Pour comprendre ce qui s'est produit pendant ces 7 minutes, il faut d'abord comprendre ce que l'Iran croyait avoir construit et pourquoi cette croyance était suffisamment raisonnable pour convaincre le guide suprême, le haut commandement de l'IRGC et chaque responsable du ministère iranien de la Défense ayant examiné le plan de l'approuver à l'unanimité. La doctrine iranienne de saturation par drone n'a pas été improvisée. Elle était le produit d'une logique stratégique développée depuis 2019, accélérée par l'observation du déploiement de drones Shahed, un 3C de fabrication iranienne par la Russie en Ukraine, et validée par la frappe de septembre 2019 contre l'installation d'Abqai de Saudi Aramco, quand 18 drones et 7 missiles de croisière ont causé 30 milliards de dollars de dégâts et temporairement réduit la production mondiale de pétrole de 5% sans qu'un seul actif iranien soit intercepté. La logique reposait sur 3 piliers. Premièrement, les drones coûtent peu cher. Un drone iranien de la série Shahed coûte entre 20 000 et 50 000 dollars à produire. Un intercepteur standard missile 2 coûte 2, 1 million de dollars. Un standard missile 6 coûte 4, 3 millions de dollars. Les mathématiques de l'attrition favorisent l'opérateur de drone dans chaque scénario où le volume de lancement est suffisamment élevé. Deuxièmement, la saturation radar est réelle.
Chaque système de défense antiaérienne possède un nombre fini de canaux d'engagement, le nombre maximal de cibles qu'il peut suivre et engager simultanément. Le système Aegis d'un destroyer Arleigh Burke peut engager environ 18 cibles simultanément dans sa configuration la plus avancée. 5 groupes aéronavals avec une moyenne de 4 destroyers, chacun donnait à l'Iran 20 destroyers à surmonter. 20 systèmes Aegis multipliés par 18 engagements simultanés donnent 360 cibles interceptables. L'Iran en a lancé 427. Troisièmement, et c'était le point le plus important pour la confiance de la commandante Ahmadpour, la 6e flotte opérait en Méditerranée. La Méditerranée n'est pas le grand large. C'est un espace de bataille confiné et imprévisible, avec peu d'espace de manœuvre et aucune profondeur stratégique. Les navires ne peuvent pas simplement fuir. La géométrie de la mer les contraint et 4127 drones approchant simultanément depuis 3 vecteurs éliminent la capacité de manœuvrer hors de la menace. Sur papier, chaque chiffre du calcul iranien était exact. C'est ce qui rend ce qui s'est produit ensuite si extraordinaire, parce que les chiffres iraniens étaient exacts et les États-Unis ont tout de même gagné. Voici ce que la commandante Ahmadpour ignorait. Voici le détail classifié au plus haut niveau du secret de défense américain et opérationnel depuis 14 mois avant que l'Iran ne lance un seul drone. La 6e flotte américaine ne fonctionnait pas comme le renseignement iranien le croyait. 14 mois avant la frappe, la marine américaine avait achevé l'intégration complète de sa flotte à un système appelé Cooperative Engagement Capability, ou SEC, mis à niveau vers sa configuration Bloc 2. Le système CEC original existait depuis les années 1990. Ce que le bloc 2 a apporté, c'est quelque chose que les 9 années d'études de la doctrine navale américaine par la commandante Ahmadpour n'avaient jamais pris en compte, parce que ce système n'avait jamais été utilisé au combat à une échelle même proche de celle-ci. 7 blocs, 2 met en réseau chaque radar, chaque système de conduite de tir et chaque missile de chaque navire et aéronef d'un groupe aéronaval, dans une seule grille d'armes intégrée. Dans l'ancien système, chaque navire était un capteur et un tireur indépendant. Ils pouvaient partager des pistes avec d'autres navires, mais chaque navire prenait ses propres décisions d'engagement et tirait ses propres missiles sur ses propres cibles désignées. Avec CEC Block 2, chaque capteur alimente une image tactique unique. Et chaque missile sur chaque navire peut être dirigé contre n'importe quelle cible dans l'image partagée par n'importe quel navire ou aéronef du réseau, peu importe quelle plateforme radar l'a détecté au départ. En pratique, cela donne le vertige. Un drone volant à 400 km du destroyer américain le plus proche, détectable seulement par un avion radar aéroporté E-2D Hawkeye orbitant à 600 km de distance, peut être engagé par un standard missile 6 lancé depuis un navire qui ne l'a jamais détecté directement, en utilisant les données de ciblage fournies par l'appareil et une conduite de tir calculée par un croiseur situé à 200 km. Le drone ne sait pas qu'il est ciblé. Ses opérateurs ne savent pas qu'il est ciblé. Dès l'instant où il entre dans l'enveloppe d'engagement d'un seul capteur du réseau, il est pratiquement mort. Appliquez maintenant cela à 427 drones. Dans l'ancien système, le calcul de saturation de l'Iran était exact. 20 navires Aegis, 18 engagements simultanés chacun, 360 interceptions. La flotte aurait été submergée. Avec CEC Block 2, la flotte ne fonctionne pas comme 20 navires indépendants. Elle fonctionne comme un seul organisme, avec une image radar combinée couvrant 22 millions de kilomètres carrés d'espace aérien, un inventaire combiné de 3200 missiles standards répartis entre tous les navires et aéronefs, et un système de conduite de tir capable d'assigner simultanément des solutions d'interception à l'ensemble de ces 3200 missiles contre n'importe quelle combinaison de 427 cibles. L'Iran n'avait pas calculé contre 20 navires. Il fallait calculer contre un seul système d'armes intégré, doté de 3200 intercepteurs et capable de tous les assigner en moins de 4 secondes. Le premier drone iranien a été détecté à 847 km par un E-2D Hawkeye. Une solution d'interception lui a été assignée 0,3 secondes plus tard, les 426 autres derrière lui aussi. 7 minutes après le lancement, 3847 des 427 drones avaient été interceptés. Les 280 restants
qui avaient percé la couche d'interception extérieure ont été détruits par des systèmes de défense rapprochés, des missiles Rolling Airframe et des canons Phalanx CIWS sur les porte-avions eux-mêmes, avant qu'aucun n'atteigne sa cible. 5 porte-avions ne sont jamais revenus à leur position de lancement parce qu'ils étaient déjà en train de se repositionner pour frapper. Regardons ce que les États-Unis avaient discrètement prépositionné en Méditerranée avant que l'Iran ne libère un seul drone. Parce que ce dans quoi la commandante Ahmadpour a envoyé ses drones n'était pas une formation défensive. C'était le champ de tir le plus méticuleusement assemblé de l'histoire navale. Les chiffres sont vertigineux et ils ont été délibérément gardés invisibles aux yeux du renseignement iranien jusqu'au moment où ils comptaient. 5 porte-avions de classe Nimitz et Gerald R. Ford, chacun transportant entre puissance aérienne, embarqués combinés, 420 avions de combat opérant depuis des plateformes capables de soutenir indéfiniment 270 sorties de combat par jour. Ce n'est pas une flotte, c'est une force aérienne flottante plus grande que tout l'inventaire opérationnel d'aviation de combat de l'Iran, de la Syrie, du Liban et du Yémen réunis. Autour de ces 5 porte-avions, 22 destroyers de classe Harley-Burke, 6 croiseurs de classe Ticonderoga et 4 destroyers de classe Zumwalt effectuant leur premier déploiement de combat. Les Zumwalt étaient importants pour une raison que les planificateurs iraniens n'avaient pas pleinement modélisée. Chaque Zumwalt transporte un Advanced Gun System de 155 mm capable de tirer des projectiles guidés par GPS contre des cibles terrestres à 100 km de distance et sa surface équivalente radar, c'est-à-dire la taille électromagnétique à laquelle il apparaît sur les radars ennemis, est approximativement celle d'un bateau de pêche malgré un déplacement de 16 000 tonnes. Les radars côtiers iraniens avaient suivi des bateaux de pêche. Sous la surface, 8 sous-marins d'attaque rapide de classe Virginia étaient positionnés selon un schéma qui plaçait au moins 2 d'entre eux à portée de torpille de chaque actif naval iranien dans l'est de la Méditerranée et au moins un à portée de missiles de croisière de chaque site de lancement de drones iraniens identifiés au Liban et en Syrie. Ces sous-marins étaient en position depuis 22 jours. Ils n'avaient pas fait surface. Ils n'avaient pas communiqué. Ils n'avaient pas été détectés. Dans les airs au-dessus de la flotte, 14 avions radars aéroportés E, 2D Advanced Hawkeye effectuaient des orbites continues à 25 000 pieds, offrant une couverture radar jusqu'à un horizon situé 600 km au-delà de la portée visuelle de tout système embarqué. 8 avions de guerre électronique EA, un 8 Gigroller maintenait une couverture de brouillage persistante sur toutes les bandes de fréquences radar iraniennes identifiées par la collecte de renseignements électromagnétiques au cours des 6 mois précédents. Et 44 farad par ampère d'XUI Supernet étaient en patrouille aérienne de combat à tout moment, chacun armé de 6 missiles AIM, un 2-0D AMRAAM avec une portée d'engagement de 180 km. La puissance de combat américaine totale assemblée en Méditerranée, avant le lancement du premier drone iranien, dépassait 480 milliards de dollars en actifs déployés. Aucun élément n'avait été annoncé publiquement. Aucun élément n'apparaissait dans les évaluations du renseignement iranien préparées dans les 72 heures précédant le lancement. Ce détail change tout, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Brian Clark, chercheur principal au Hudson Institute et ancien officier sous-marinier de la marine américaine, a été invité par la commission des forces armées du Sénat à évaluer la stratégie iranienne de saturation par drone dans la semaine suivant la frappe. Son évaluation, depuis partiellement déclassifiée, contient une phrase que chaque planificateur militaire sur Terre devrait mémoriser. Il a dit « L'Iran a résolu le mauvais problème avec une précision extraordinaire ». Il a raison. Et voici pourquoi les implications de ces 7 minutes dépassent largement la Méditerranée. Ce que la commandante Ahmadpour avait construit était une arme parfaite contre la marine américaine de 2018. C'était une arme parfaite contre l'architecture Aegis telle qu'elle existait avant SecBlock 2. C'était une arme parfaite contre une flotte qui fonctionnait comme une collection de plateformes indépendantes plutôt que comme un seul organisme en réseau. Elle a étudié la doctrine navale américaine pendant 9 ans et a construit le contre-exact de tout ce qu'elle avait étudié. Le problème, c'est que la marine américaine avait cessé d'être ce qu'elle avait étudié 14 mois avant qu'elle ne lance son attaque. Et c'est ici que le mur de la réalité frappe de plein fouet toutes les autres armées sur Terre qui observaient ce scénario.
Parce que l'Iran n'était pas le seul pays dont la dissuasion stratégique dépendait de la saturation par essaim de drones comme réponse à la puissance navale américaine. La doctrine militaire chinoise pour un conflit potentiel autour de Taïwan repose sur une base similaire. La marine de l'armée populaire de libération a énormément investi dans des missiles balistiques anti-navires, les DF, 2-1D et DF-26, dont les trajectoires sont conçues pour submerger les systèmes de défense antiaérienne des porte-avions par la vitesse et le nombre simultanément. Des planificateurs militaires chinois ont publié des textes soutenant que la saturation par SM appliquée à grande échelle peut vaincre toute architecture de défense embarquée actuellement déployée par la marine américaine. Ces textes ont été écrits avant COC Bloc 2. Ils ont été écrits avant que les 7 minutes au-dessus de la Méditerranée ne prouvent que les mathématiques de la saturation, lorsqu'elles sont appliquées contre une flotte entièrement mise en réseau, produisent une réponse complètement différente de celle calculée par l'Iran. À Téhéran, à Pékin, à Pyongyang, à Moscou, des planificateurs militaires sont maintenant assis dans des salles et se posent la même question. Si 427 drones, la plus grande frappe de saturation par drone de l'histoire, ont produit un taux de succès de 0% contre une flotte américaine en réseau, qu'accomplit réellement notre propre doctrine de saturation? Le silence dans ces salles est aujourd'hui le bruit le plus fort de la sécurité mondiale. C'est ici que le mur de la réalité entre en jeu. Parce que ce que les États-Unis ont démontré en 7 minutes n'était pas une défense, c'était une preuve. Et une preuve, une fois démontrée, ne peut plus être effacée. L'onde de choc de ces 7 minutes se répand maintenant dans chaque marine, chaque alliance et chaque ministère de la Défense qui a observé la scène. Examinons les conséquences pays par pays. D'abord, la Grèce. Athènes possède le plus long littoral d'Europe et une marine qui se modernise agressivement depuis 2022 en réponse aux provocations turques en mer Égée. Les commandants navals grecs ont regardé les données de performance de CEC Bloc 2 avec l'attention concentrée d'un pays qui partage une frontière maritime avec 2 voisins potentiellement hostiles. Dans les 3 semaines suivant la frappe, le gouvernement grec a officiellement demandé son intégration au réseau OTAN, ce qu'est Bloc 2. Une demande qui stagnait au niveau bureaucratique depuis 4 ans. Cette fois, la réponse américaine a été immédiate. La Grèce deviendra le premier membre européen de l'OTAN, en dehors du cadre CEC original, à recevoir une intégration complète. Chaque frégate grecque, chaque 6 grec et chaque F-35 en commande, chaque station radar côtière grecque sera mise en réseau dans la même grille d'armes qui a détruit 3847 drones iraniens en 7 minutes. La mer Égée vient de devenir un plan d'eau très différent. Deuxièmement, l'Italie. Rome accueille le commandement allié interarmé de l'OTAN à Naples, le principal quartier général de commandement de l'OTAN pour l'Europe du Sud et la Méditerranée. Des navires italiens opéraient aux côtés de la 6e flotte lorsque l'essaim de drones a été lancé. Des marins italiens ont vu sur leur propre système de combat 427 contacts apparaître simultanément, puis 3847 d'entre eux disparaître de leurs écrans en 7 minutes. Le gouvernement italien a approuvé la semaine suivante un budget supplémentaire d'urgence de 2 milliards de dollars pour la défense. Ce supplément est précisément réservé à 3 éléments. 8 frégates, FREMM supplémentaires, équipées de missiles Aster 30 blocs 1 NT, un programme national d'intégration C et l'acquisition accélérée de drones de surveillance maritime MQ-4C Triton afin d'offrir la même extension d'horizon radar que les E-2D Hawkeye ont fourni à la flotte américaine. L'Italie a vu ce que permet une couverture en réseau. L'Italie achète cette couverture. Troisièmement, la France. Paris exploite le seul porte-avions à propulsion nucléaire de l'OTAN en dehors des États-Unis, le Charles de Gaulle, et positionne depuis longtemps la puissance navale française comme la dissuasion stratégique indépendante de l'Europe. Les analystes navals français se sont montrés publiquement sceptiques face à une intégration complète au système américain de guerre en réseau, invoquant des préoccupations de souveraineté opérationnelle et d'exposition du renseignement. Ces préoccupations n'ont pas survécu aux 7 minutes au-dessus de la Méditerranée. Les communiqués du ministre français de la Défense, publiés la semaine suivant la frappe, montrent un changement important de langage. On ne parle plus de l'autonomie stratégique européenne comme d'une alternative à l'architecture américaine en réseau, mais comme d'un complément. La France n'abandonne pas sa posture indépendante,
Mais elle cherche maintenant discrètement à conclure avec la marine américaine des accords bilatéraux de liaison de données CEC que sa propre doctrine aurait refusé 6 mois plus tôt. Quatrièmement, la Turquie présente le tableau le plus compliqué. La Turquie est membre de l'OTAN et exploite des systèmes de défense antiaérienne S-400 de fabrication russe. Elle a été exclue du programme F-35 et de plusieurs cadres de partage du renseignement de l'OTAN en raison de cet achat, mais la Turquie possède aussi la deuxième plus grande armée de l'OTAN et exploite la marine la plus puissante de la mer Noire. Le gouvernement turc a observé l'engagement de l'essaim de drones avec une intensité particulière parce que sa propre industrie de drones, le Bayraktar TB2 et l'Akinci, est l'une des plus prospères commercialement au monde. Les drones turcs ont été vendus à 30 pays. La performance des drones iraniens contre une flotte américaine en réseau soulève une question directe sur la survivabilité des drones turcs d'exportation contre des systèmes similaires. Ankara ne commente pas publiquement cette question, mais les registres d'approvisionnement de l'industrie de défense turque montrent un investissement accéléré dans des systèmes de guerre électronique de contre-détection pour leurs lignes de drones d'exportation. La conclusion que la Turquie a tirée des 7 minutes au-dessus de la Méditerranée est visible dans chaque décision d'approvisionnement qu'elle a prise depuis. Maintenant, soyons précis sur ce que l'Iran a fait de travers. 3 erreurs catastrophiques ont rendu le résultat de ces 7 minutes inévitables dès l'instant où l'ordre de lancement a été donné. La première erreur a été de traiter l'enjeu comme une question de mathématiques alors que c'était une question d'ingénierie. La doctrine iranienne de saturation était mathématiquement solide contre une architecture technique précise. Mais la technologie militaire ne reste pas immobile pendant qu'une doctrine se développe. Les 9 années que la commandante Ahmadpour a passé à étudier les capacités navales américaines étaient aussi 9 années pendant lesquelles la marine américaine redessinait activement l'architecture qu'elle étudiait, précisément pour vaincre le type d'attaque qu'elle planifiait. Quand on construit une arme contre une cible fixe, il faut tenir compte de la possibilité que la cible ne soit pas fixe. L'Iran n'en a pas tenu compte. Il a résolu le problème de la flotte américaine de 2018 avec les ressources de 2026 et obtenu le résultat d'une stratégie vieille d'une décennie entrant en collision avec une défense plus récente d'une décennie. La deuxième erreur était la signature opérationnelle. Assembler et ravitailler 427 drones sur des sites de lancement en Iran, au Liban et sur 3 navires en Méditerranée génère une signature logistique que les satellites américains, les plateformes de renseignement électromagnétique et les réseaux de renseignement humain ont détecté. Pas le jour du lancement, pas dans les heures précédant le lancement, mais 14 jours avant le lancement, ce qui explique précisément pourquoi la marine américaine a repositionné ses destroyers de classe Zumwalt dans le groupe de combat méditerranéen 14 jours avant l'attaque. La préparation opérationnelle de l'Iran a indiqué aux États-Unis exactement quand la frappe arrivait. Les États-Unis ont utilisé cette fenêtre de 14 jours pour optimiser chaque élément de leur déploiement défensif. Les drones ont volé vers une formation spécifiquement configurée pour les recevoir. La troisième erreur était la plus humaine et donc la plus douloureuse. La commandante Ahmadpour a fait confiance à son modèle plutôt qu'à son instinct. Dans les 48 heures précédant le lancement, les équipes de renseignement électromagnétique de l'IRGC ont détecté une activité électromagnétique inhabituelle, compatible avec une coordination de conduite de tir en réseau à travers la flotte américaine. Le schéma ne correspondait à rien dans la bibliothèque des signatures électroniques navales américaines connues. 2 analystes juniors l'ont signalé comme anormal. Leurs rapports ont été examinés puis rejetés. La conclusion de l'officier chargé de l'examen était que la signature correspondait à un exercice de grande ampleur et ne représentait aucune menace pour le calendrier. Le modèle de la commandante Ahmadpour disait que les mathématiques fonctionnaient. Quand le modèle dit que les mathématiques fonctionnent, on lance. Les mathématiques fonctionnaient. L'architecture avait changé et les drones ont volé dans une grille d'armes qui les attendait depuis 14 jours. Revenons au début. Revenons à la commandante Ahmadpour devant sa console, regardant les signaux verts s'organiser en formation de vagues et virer vers l'ouest,
en direction de la flotte la plus puissante jamais assemblée en Méditerranée. Elle a 9 années d'études derrière elle, elle a l'approbation du guide suprême, elle a des mathématiques complètement et rigoureusement exactes. Elle regarde ces 427 signaux accélérés à 250 km à l'heure et commençait à franchir la distance vers leur cible. Puis, 7 minutes plus tard, elle regarde un écran vide. Pas un signal, pas un retour, 427 drones lancés et la position de la flotte américaine n'a pas changé d'un seul mètre. Les porte-avions qui devaient ne jamais revenir sont déjà en train de se repositionner pour lancer leur propre groupe de frappe. Les destroyers qui devaient être submergés signalent des inventaires de missiles complets. Les systèmes radars qui devaient être saturés suivent ces actifs restants avec la précision patiente d'un système qui n'a pas été stressé du tout. La commandante Ahmadpour a construit l'attaque de saturation par drone la plus sophistiquée de l'histoire. Elle l'a lancée contre la force navale la plus puissante jamais assemblée dans une seule mer. Elle avait tous les bons chiffres, elle avait la mauvaise version de la cible. La chose la plus dangereuse pendant ces 7 minutes n'était pas un missile américain. C'était une mise à jour logicielle américaine que l'Iran n'avait pas lue. L'Iran voulait chasser la marine américaine de la Méditerranée avec les mathématiques du nombre écrasant. Ce qu'il a découvert au prix de 4127 drones, de l'exposition complète de sa capacité de collecte de renseignements navals et de la crédibilité stratégique de toute sa doctrine de guerre asymétrique, c'est que la marine américaine avait discrètement cessé d'être ce que ces chiffres étaient censés submerger. Téhéran a dépensé des milliards pour construire une arme qui était déjà obsolète le jour où elle a été utilisée. La flotte qui était censée ne jamais revenir est revenue, elle est revenue plus vite, elle est revenue avec ses armes entièrement chargées. Et elle est revenue en sachant exactement où se trouvait chaque site de lancement de drones iraniens en Méditerranée. 7 minutes, c'est pas long, c'est assez long pour tout changer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt